Bienvenue à tous. Cette présentation offre une feuille de route pratique pour rédiger un document de recherche clinique orthopédique solide. Le point clé est, avant tout, de définir le champ d'application. Cette recherche utilise les données des patients pour influencer les soins cliniques. ANC. Les modèles les plus courants pour ces études sont les études de cohorte, les études de cas témoins, les études transversales, les essais contrôlés randomisés ou les essais pragmatiques. Les principaux résultats incluent l'impact sur une estimation, les inconvénients, la généralisabilité et les conclusions pertinentes pour la prise de décision. Par exemple, la méthode de fixation a réduit les réopérations par rapport à la méthode B. Vous devez clarifier les attentes. La plupart des stagiaires rédigeront des études d'observation et parfois des essais. Une erreur fréquente consiste à imposer un modèle qui ne correspond pas à la question. Par exemple, pour les articles originaux et les nouvelles données sur les patients. Pour la méta-analyse, vous utilisez une synthèse quantitative originale des données existantes. Et pour les rapports de cas en série, vous avez l'hypothèse, qui génère, cependant, des preuves de niveau inférieur. Puis, consacrer beaucoup de temps à cette étape, c'est celle avec le plus d'effet de levier. Exemple de PICO. Chez les adultes avec fracture fermée de la diaphyse de l'enfant, l'enclouage message instantané à lésé réduit-il le risque de fracture? Il est donc essentiel d'avoir une question clinique bien définie, comprenant une population, c'est-à-dire qui précisément est concernée, une intervention ou une exposition, ce qui est testé, une comparaison, c'est-à-dire quelle est l'alternative envisagée, et enfin un résultat principal qui a une importance clinique significative. Ensuite, il faut expliquer pourquoi cette étude vaut la peine d'être réalisée. Il s'agit essentiellement de l'argumentaire de vente, mais il doit être fondé sur des preuves. Basé sur des preuves, vous voulez montrer le fardeau, la prévalence, le coût, le handicap, les complications. Vous devez parler de l'incertitude, de la variation des pratiques ou des preuves contradictoires, et de l'impact des changements de décision si vos conclusions sont vraies. Enfin, la faisabilité. Voulez-vous mesurer les résultats de manière fiable et éthique? Cette introduction doit présenter cet argument en 3 ou 4 paragraphes, si vous ne pouvez pas expliquer le problème clinique. Vous devez revoir votre projet. Vous devez alors effectuer une recherche documentaire qui éclaire vos méthodes, et pas seulement vos antécédents. Le plus souvent, les stagiaires ne lisent que les conclusions. Lisez plutôt les méthodes et les limites. Vous devez vous assurer que vous empruntez à d'autres des mesures validées, des incitations, des critères radiographiques ou autres. Remettez en question le dogme. Les anciennes méthodes peuvent être biaisées ou manquer de puissance. Demandez-vous donc si les études antérieures ont tenu compte des principaux facteurs de confusion. Ont-elles fourni? Les résultats de l'étude ont-ils été prédéfinis? Comment ont-elles géré les lois de suivi? Votre méthode doit être défendable et pas seulement conventionnelle. Choisir le bon modèle d'étude. Explique simplement l'équilibre. La communauté ne sait pas vraiment ce qui est le mieux. Les modèles d'observation sont courants et utiles, mais il faut tenir compte des biais, qu'il s'agisse de biais de sélection ou de confusion. Et le multicentrisme augmente la généralisation et la taille de l'échantillon, mais ajoute à la complexité de la coordination. Les décisions clés sont donc les suivantes: prospectives ou rétrospectives, monocentriques ou multicentriques. Qu'est-ce qui différencie les études d'observation des essais cliniques randomisés? Cette diapositive montre pourquoi des listes de contrôle pour les rapports sont nécessaires. Les études d'observation demandent des définitions claires et une gestion des facteurs de confusion. Les essais nécessitent une dissimulation de l'affectation, un aveuglement si possible et un flux constant. Les deux types d'études exigent des résultats préspécifiés, des analyses transparentes et des limitations honnêtes. Population de l'étude et échantillonnage. C'est ici que les lecteurs décident si les résultats s'appliquent à leurs patients. Des critères d'inclusion et d'exclusion clairs sont essentiels. Décrivez votre environnement, qu'il s'agisse d'un centre de traumatologie ou d'une communauté. Et le niveau d'expertise du chirurgien sont des éléments à clarifier. Suivez les patients éligibles et enrôlés dans l'analyse. Soyez précis. Ne vous contentez pas d'inclure les adultes avec fracture de la diaphyse tibiale. Ouvert. Classification OTAAO, polytraumatisme, etc. Même pour les études rétrospectives, décrivez la population source et comment les enregistrements ont été trouvés. Résultats. Fixez les priorités et mesurez-les bien.
Un piège courant est de multiplier les résultats. Le résultat principal doit déterminer l'échantillon et l'analyse. Évitez les réévaluations après coup. Notre résultat principal était. Les évaluateurs le verront immédiatement. Donc, assurez-vous d'avoir des invites validés, des définitions radiographiques standards, des seuils cliniquement importants. Et respectez-les. Biais et confusion, il faut les nommer et les traiter. Le biais de sélection, qui a été traité comment? Ces infos sont-elles dans votre document? Biais d'information, mauvaise classification de l'expertise ou de l'exposition sur le résultat, facteur de confusion, différence de base influencant les résultats. Vos outils, modèles multivariés, méthodes de propension, analyse des sensibilités. Il est important d'apprendre l'état d'esprit des biais. Assumer l'existence d'un biais. Montrer comment vous les avez atténués. Donner un exemple concret. Les patients les plus malades reçoivent des implants différents. Sans ajustement, l'implant semble plus mauvais. Dans les environnements à faibles ressources, même une scène. Une discussion sur un graphe cyclique peut renforcer la crédibilité. Abordez donc ce problème de front. Et le point clé est de toujours partir du principe qu'il existe des préjugés. Passons à la taille de l'échantillon et à la puissance. Planifiez cela avant l'analyse. Choisissez une taille d'effet. Assurez-vous qu'elle est cliniquement significative. Vérifiez que votre étude a assez de puissance. Considérez l'attrition et les données manquantes. Et si la puissance est insuffisante, soyez clair. L'analyse de puissance ne concerne pas seulement les essais prospectifs. Elle précise que votre étude peut détecter. Les études rétrospectives calculent l'effet détectable. Ne pas prétendre à l'équivalence ou l'absence de différence avec des données insuffisantes. Maintenant, le plan d'analyse statistique. Encore une fois, il doit être simple, aligné et transparent. Qu'est-ce que cela signifie? Éloigner les gens de la chasse à la valeur P. Communiquer sur la précision. Pour le regroupement par chirurgien ou hôpital, pensez à des modèles mixtes ou robustes. Décrivez les données manquantes, leur quantité, modèle et approche. Ce sont des points essentiels à considérer. Indiquez l'ampleur de l'effet et les intervalles de confiance, pas seulement les valeurs P. Définissez vos analyses de sous-groupes à l'avance et gérez clairement les données manquantes. Rédigez en suivant la discipline IMRAD. Ainsi, si quelque chose n'est pas dans les méthodes, cela ne doit pas apparaître dans les résultats. Si c'est une décision ou une interprétation, elle doit être mentionnée dans la discussion. L'IMRAD n'est pas une simple bureaucratie. C'est une structure logique qui permet d'éviter toute confusion. Par conséquent, dans l'introduction, vous expliquez pourquoi la question est cruciale, quelles lacunes existent et quels sont l'objectif ainsi que l'hypothèse de ce travail. Dans la section méthode, on parle de ce qui a été planifié et de ce qui a été réalisé. Vous devez donner suffisamment d'informations pour que les gens puissent reproduire votre travail. Puis dans les résultats, indiquez ce que vous avez trouvé. Ce n'est pas le lieu pour l'interprétation. Dans la discussion, vous commencez à parler des comparaisons, des limites, des implications et de l'interprétation de votre travail par rapport à la littérature existante. Voici un exemple d'article, un essai clinique comparatif sur les traumatismes, l'essai SPRINT. C'est l'essai randomisé de Bandali et al. Sur l'encourage alésé versus non alésé pour les fractures de la diaphyse tibiale, publié dans JBJS en 2008. Il est considéré comme un modèle. La question posée est très claire. C'est un modèle multicentrique. Et les résultats sont cruciaux pour le patient. Utilisez l'étude SPRINT comme exemple. D'essais cliniques randomisés de référence en traumatologie orthopédique. Ce que vous devez souligner, ce sont les critères d'éligibilité clairs, le recrutement multicentrique, les résultats primaires préspécifiés, la pertinence pragmatique et le rapport transparent des préjudices. Vous devez également expliquer pourquoi le recrutement multicentrique est important. Augmentez la taille de votre échantillon et la validité externe. Montrez comment l'article encadre l'équilibre et l'incertitude clinique dès le départ. Il s'agit là d'un excellent modèle à imiter. Pourquoi s'agit-il d'un excellent modèle? Parce que l'introduction mentionne l'incertitude clinique. Les méthodes définissent clairement les interventions, ce qui est alésage ou non, et parle de la randomisation et du suivi dans la section résultats. Les résultats sont rapportés de manière transparente, sans cacher les complications, et la discussion évite les affirmations excessives, reconnaissant les forces et faiblesses des données.
Par exemple, fractures ouvertes contre fermées, et aussi fractures ouvertes contre fermées. C'est un bon exemple pour reproduire ce type de structure pour vos propres articles. Les articles. Un autre exemple. Un article sur l'arthroplastie RCT aspirant contre rivaroxaban. Un article d'Anderson et al. Publié dans le New England Journal of Medicine en 2018. C'est un modèle d'article avec une conception pragmatique, un critère significatif, un flux et une analyse claires. Vous discutez d'une conception clinique typique. L'aspirine, par rapport à la stratégie OAS, met en avant la clarté de vos critères d'évaluation, les saignements symptomatiques et la transparence du processus et de l'analyse de l'enrôlement. Il est donc essentiel d'apprendre à rédiger des phrases courtes et concises. Utilisez une voix active et limitez le jargon. Pourquoi cet essai est-il aussi facile à lire? Il s'agit d'une excellente leçon de rédaction car les méthodes sont reproductibles, l'éligibilité, la répartition, les résultats et les suivis sont décrits. Les critères d'évaluation sont importants pour le patient et mesurés de manière cohérente. Et les figures et les tableaux transmettent réellement le message. Le texte les suit et les soutient. Dans la conclusion, les chiffres et les tableaux correspondent réellement aux données. Il n'y a pas d'exagération ou de surexpression des résultats. Voici maintenant quelques-uns des principaux pièges à éviter. Plus de tests augmentant les faux positifs. Insistez sur les démonstrateurs vapore, analyses et manquances. La discipline linguistique, dite associée pour les études d'observation. Vous réservez les causes aux essais cliniques randomisés, parce que la causalité est un peu différente de l'association. Les pièges à éviter sont donc les objectifs vagues ou les résultats primaires multiples, les affirmations post-hoc sur les sous-groupes sans spécification préalable, les plans d'absence de facteurs de confusion dans les travaux d'observation, les conclusions exagérées, les mots définitifs comme ça, les tableaux et figures importants, les dénominateurs manquants, le suivi peu clair et l'utilisation de trop d'adjectifs tels que nouveau, ceci ou cela dans votre présentation. Enfin, les directives de votre rapport. Utilisez-les comme outils d'écriture. Votre stroboscope, votre consort, ne sont pas que des acronymes. Vous les employez pour les études d'observation. Utilisez consort pour les essais randomisés. Ils ne garantissent pas une bonne science, mais aident à éviter des erreurs évitables sur le site. Ce ne sont pas de simples obstacles bureaucratiques. Ce sont des listes de contrôle qui définissent les attentes pour l'évaluation par les pairs. Il est donc utile de les suivre et de s'habituer à les utiliser comme guide. La section sur la rédaction, les méthodes et les résultats, en vérifiant la liste de contrôle, garantit que vous avez les bonnes informations pour bien présenter les choses. De plus, et c'est important, quel est votre message à retenir? Vous concluez en revenant au thème. L'objectif n'est pas la publication, mais la connaissance qui améliore les soins aux patients. Le fait est que, même dans des contextes où les ressources sont limitées, des questions solides, des méthodes transparentes permettent de produire des travaux publiables. Utilisez des feuilles de travail pour concevoir votre étude. Pensez à un article clinique comme à un argument structuré. Vous avez une question claire. Vous avez des méthodes rigoureuses auxquelles vous avez réfléchi et pour lesquelles vous avez utilisé la littérature. Vous êtes honnête quant à vos limites. Et si l'étude ne vous permet pas de changer votre décision, repensez le projet. Réfléchissez donc à ces points. Clairement et bien avant de commencer le travail, et non après l'avoir terminé. Dans l'annexe de ce document, vous trouverez la liste de contrôles Strobe. Voici ce que vous devez suivre. Et vous assurez que vous utilisez cette sorte d'aide-mémoire abrégée. Pour la soumission, utilisez la liste de contrôles complète de Strobe, qui est adaptée à la conception. Veillez également à utiliser le réseau Equator pour les listes de contrôles téléchargeables qui sont disponibles en ligne. Encore une fois, pour consort, pour les essais contrôlés randomisés, encore une fois, pour les rapports d'essais, utilisez la liste de contrôle et l'organigramme de la console 2010. Les points clés sont que la console impose la transparence sur les personnes incluses et sur ce qui leur est arrivé.
c'est à eux qu'il faut s'adresser. Suivez ces conseils et vous serez en mesure de concevoir des études bien pensées, bien menées et de fournir des résultats qui sont significatifs pour le lectorat. Je vous remercie tous et j'espère que cet article vous a été utile.